presque. Parce que ça fait, si vous voulez, c'est la 57e édition. Donc ça fait 56 éditions qu'on aborde un sujet technique. Et je me suis dit qu'il y en avait assez. On va essayer de déterminer quel est le meilleur fromage. Alors devant ce sujet controversé et qui peut être sujet à débat houleux, je me suis dit qu'il fallait une solution. Bon, avant ça, je m'appelle Clément, je suis développeur full stack chez Unicorn Power depuis très récemment, qui est une entreprise basée à Québec. Voilà. Donc je me suis dit, pour pouvoir déterminer quel est le meilleur fromage, on ne va pas chacun exposer ses avis comme ça, c'est quelque chose d'assez privé. J'ai fait une petite application qui permet de lister les fromages, d'accord ? Je peux rechercher un fromage, voilà, et puis je peux aussi du coup voter pour ce fromage. Donc je peux aller dans le détail, je peux voir où est-ce qu'il vient, un petit peu, qu'est-ce que c'est, un fromage à pâte molle, tout ça, en apprendre un petit peu plus, et puis je peux voter. Voilà. Et une fois que j'ai voté, forcément, je ne peux plus revoter, mon vote est pris en compte. Et l'idée, c'est de classer les fromages par vote, et donc d'élire le meilleur fromage. Donc pour l'instant, c'est le Saint-Nectaire qui est en tête. Mais voilà, mais en fait, je ne suis pas un très très bon développeur. Donc, je vais juste faire une parenthèse technique quand même. Je vais juste faire une parenthèse technique parce que j'ai eu des soucis notamment sur comment on externalise en fait tout un système de données super compliqué provenant d'une API super compliquée parce que cette application est très compliquée. Bon, alors si vous voulez, dans une application front-end moderne, maintenant, en React en l'occurrence ici, tout est composant. Donc là, j'ai fait des petits carrés pour chaque composant. Un petit carré bleu, c'est un composant qui est tout en bas. Et puis après, il y a des composants qui utilisent des composants. Et puis il y a encore des composants qui utilisent des composants qui utilisent des composants. Et puis il y a encore des composants qui utilisent des composants. Vous aurez compris, tout est composant. Même une page, maintenant, c'est un composant. Donc en fait, finalement, c'est devenu un petit peu des Lego, le front-end. Et donc cette page de composants, vu que c'est des composants qui incluent des composants qui incluent des composants, ça fait un arbre. Jusque-là, vous me suivez. Voilà, ça c'est un arbre de composants, on dit. Et donc pour pouvoir communiquer entre deux composants, entre un composant parent et un composant enfant, généralement on va lui passer des propriétés. Donc ici j'ai mon composant parent qui passe à un composant bouton sa couleur, et puis qui lui passe aussi un callback, une fonction. Ici quand on clique dessus, ça va juste faire un log de j'ai cliqué. J'ai été cliqué. Bon, ça c'est une façon de communiquer entre deux composants. Je lui passe des propriétés, donc le bouton il sait que sa couleur c'est primary, et puis il peut dire j'ai cliqué à son composant parent. Donc on a cette communication parent-enfant, enfant-parent. Maintenant pour des composants qui sont frères, du coup il faut que ça passe par le parent. Et oui, les frères ils communiquent pas très bien ensemble, il faut vraiment que ça passe par papa-maman. Donc du coup, le bouton, on va toujours avoir ce petit on-click qui va permettre de dire j'ai cliqué, et puis le composant frère, le compteur ici, on va lui donner, quand on clique, en fait, on va juste augmenter la variable nombre de fois que j'ai cliqué, plus 1, voilà. Et puis on va lui passer au compteur. Donc ça, à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton, le composant compteur, il va augmenter de 1. OK ? Maintenant, si je veux communiquer entre ces deux composants-là, en fait, si je suis cette logique-là, il faut que je passe par le parent, qui va passer par le parent, voilà, qui va passer par son parent, qui va redescendre à l'enfant, pour redescendre à l'enfant. Et là, ça devient compliqué parce que ça fait, du coup, transiter tout un tas de données dans toute mon application. Et puis maintenant, quand mon arbre de composants il est encore super compliqué, par exemple, j'ai 50 pages, j'ai 300 composants, sur une vraie application complexe, un gros machin, ça ressemble plus trop à un petit buisson de composants, c'est plutôt un bel érable, on va dire. J'aime bien cette photo parce que ça représente bien la complexité. Tu sais même plus quel composant est où, tellement c'est compliqué. Comment tu communiques entre ces composants ? Alors, il y a plusieurs manières qui existent. Si vous faites du React depuis un certain temps, vous connaissez sans doute les context providers qui permet simplement d'avoir un endroit, on va dire un endroit où on centralise l'état de l'application. Et donc ça veut dire que n'importe quel composant peut se brancher à ce context provider et donc récupérer une valeur ou récupérer des fonctions. Alors je vais passer assez rapidement sur ces sujets-là parce que ce n'est pas le but, on va parler fromage encore une fois. Mais l'idée c'est effectivement que ce composant parent qui communiquait avec ses enfants, en fait il ne fait plus ça. On fait un provider, donc on a toujours cette espèce de compteur, cette petite variable qui est là, juste ici. Et puis on a des fonctions qui permettent de modifier notre variable qui est dans notre provider, qu'on va exposer, juste ici. On voit le compteur, et puis on voit les fonctions qui sont juste là que j'expose. Et donc ce composant-là, ensuite, ce provider-là, je vais l'appeler. Donc mon bouton, il va pouvoir récupérer la fonction pour incrémenter quand je clique dessus. OK ?
Mon compteur, il va pouvoir aussi récupérer le compteur, la variable qui contient le chiffre, sur le nombre de fois que j'ai cliqué finalement. Et puis le parent, il va simplement englober le provider de tous les composants sur lesquels je veux exposer ces valeurs-là. Donc généralement, on le met tout en haut de l'application. Comme ça, tous nos composants ils peuvent avoir accès au compteur, à la fonction d'incrémentation, à la fonction de décrémentation, etc. Cette technique-là, elle est super, mais elle a un souci. C'est qu'au bout d'un moment, je vais vouloir faire plein de providers pour plein de sujets différents. Mon provider pour l'authentification, pour le thème, j'ai un chat, du coup j'aurai un chat provider. Et du coup, je commence à avoir des problèmes de performance. Voilà, donc il y a plein d'articles qui apparaissent, c'est génial, mais en fait, quand il y a plein de providers, il y a même un gorille triste. Il y a plein de problèmes de performance. Donc en gros, les contextes providers, c'est bien, mais pas trop. Il ne faut pas trop en mettre. On en met un petit peu. Mais c'est bien, mais il ne faut pas trop en mettre un petit peu. J'adore ce guide parce qu'il est super bien calé. En résumé, tu englobes tout ou partie de ton application autour d'un état global. Et du coup, chaque composant peut récupérer ses valeurs. Dès que l'état change, ici notre compteur, la valeur change, ça va rendre tous les composants en dessous pour se mettre à jour leur affichage. Le souci, c'est que plus tu as de context provider, plus tu as de re-rendu, et c'est ça les problèmes de performance. Bon, il y a un autre souci, du coup, il y a une autre solution, pour externaliser des états comme ça s'appelle Redux. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler? Ouais. Alors, il n'y a pas que Redux. Je vais dire Redux, mais en fait, il y a plein de solutions. Il y a Flux, il y a NGRX pour Angular, pour ceux qui font de l'Angular encore. Le principe est à peu près pareil, mais on va dire que c'est plus adapté pour des grosses applications, beaucoup plus que les context providers. Alors en résumé, c'est très simple, on a toujours un store ici, et puis notre vue, nos composants, ils vont pouvoir souscrire à des bouts de ce store. Et puis, dès qu'on va vouloir cliquer sur le bouton pour incrémenter notre fameux compteur, on va dispatch une action. Cette action, du coup, elle va enclencher un réduceur. J'utilise même peut-être pas le bon vocabulaire pour mettre finalement à jour la valeur du store. Bon, ça fait quand même déjà plein d'étapes. Tu sens le truc compliqué. Et en gros, c'est à peu près le même principe. On a notre store Redux ici. Et puis, en fait, quand on met un changement à jour, ça est capable de trigger des re-rendus sur nos composants qui sont abonnés. C'est génial. Donc notre bel érable de composants, on peut externaliser cet état-là. Alors, j'ai vu que Redux s'était mis pas mal à jour, donc il y a même un nouveau vocabulaire. Maintenant, tu crées des slices. Je ne sais pas ce que c'est, mais en gros, c'est assez compliqué. Donc ça, c'est notre état initial. On a toujours la valeur de notre compteur ici, puis après, on a nos réduceurs. Donc on a la fonction qui incrémente, comme tout à l'heure, la fonction qui décrémente, qui est juste ici. C'est peut-être un peu petit, mais... Et puis, une autre fonction. Et puis, voilà, je lui expose tout ça. Ensuite, je configure un store en disant, tiens, mon réduceur contient ce compteur, ce réduceur de compteur. Ensuite, dans mon compteur, donc le composant qui affiche le petit chiffre, je récupère le count ici pour, en fait, dire, tiens, je reprends mon état, je récupère la valeur du compteur. J'utilise un hook qui s'appelle useDispatch pour ensuite, du coup, quand je clique sur les boutons, faire dispatch increment, dispatch decrement. Et ici, il est là, mon petit compteur, il s'affiche là. Donc en gros, c'est comme ça qu'on se branche. Bon, le souci avec Redux, c'est la première fois qu'on me l'a expliqué. Je me souviens, je mangeais une crêpe en plus. J'ai rien compris en fait. C'est un ami qui me l'a expliqué, j'ai rien compris. On était obligé de remanger une crêpe 2 semaines plus tard pour qu'il me réexplique. C'est une histoire vraie en plus. Vous le connaissez, il bosse chez Le Galet. Bon, le souci avec Redux, en fait, c'est que c'est verbeux, et puis c'est difficile à débugger, je trouve. Et puis c'est super compliqué à comprendre, quoi. Mais ça résout des problèmes pour des bels érables, de pouvoir centraliser des informations et de pouvoir les propager dans tous les composants. Et globalement, sur ces deux solutions, il y en a peut-être d'autres que vous connaissez, on pourra en discuter après avec grand plaisir, il y a un souci qui est commun. Généralement, une application front, elle va de pair avec une application back. Bon, généralement, c'est une API, ok. Et les données, du coup, elles proviennent d'une API. On appelle des routes et on récupère de la donnée. Comment on les synchronise, ces données-là? Comment je fais, en fait, pour les mettre dans mon store? Et puis, quand je mets à jour une donnée, quand je mets à jour mon compteur, par exemple, il faut que je le mette à jour sur l'API. Puis après, quand l'API me dit « c'est bon, j'ai mis à jour », du coup, je le mets à jour de mon côté dans mon store. Et puis, du coup, est-ce que je fais un loader entre-temps? Donc, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai une variable de loader et tout, pour mettre un petit chargement, pour pas que je puisse cliquer comme un fou sur le bouton.
Et puis après, forcément, du coup, ça va rafraîchir mes composants. Et puis si ça se passe mal, en fait, cet appel à l'API, il faut que je revienne à la valeur d'avant. Bon, c'est plein de questions qui sont compliquées et auxquelles, aujourd'hui, il y a des solutions qui émergent, qui ne réinventent pas du tout la roue, mais qui permettent de proposer un petit peu ces choses-là que nous, on aurait sans doute codées nous-mêmes. Et il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle React Query. React Query, c'est open source. Il y a 26 000 étoiles sur GitHub, donc c'est pas mal. Et ils se disent, alors performant et powerful bien sûr, comme toutes les librairies, hein, c'est important, mais c'est la synchronisation de données avec React. Bon, le gars qui fait ça, c'est Tanner Linsley. C'est un gars qui est assez actif dans React, qui fait pas mal d'open source, dont une super librairie que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle React Table, qui permet d'afficher des tableaux avec des trucs, mais complètement agnostiques de thèmes et tout ça, c'est avec de la composition, c'est génial. React Chart, je connais de nom, j'ai jamais utilisé. Mais en tout cas, voilà, il est assez actif dans la communauté open source sur React. Et donc l'idée, c'est qu'on va centraliser l'état de notre app avec ce coup-ci une API en utilisant React Query. Alors il n'y a pas que React Query qui existe dans le même genre, il y en a d'autres. Il y a SWR qui est fait par Vercel. Vous savez, le truc qui permet d'héberger facilement des applications React, hop, on pousse et hop, ça se déploie tout seul, c'est génial. Bah, ils ont fait un truc comme ça. Apollo aussi a quelque chose comme ça, mais du coup c'est plus pour des API GraphQL. Redux aussi, j'ai vu que dans la documentation il y avait un toolkit, un petit truc, une sorte de plugin qu'on peut activer sur Redux pour faire cette synchro-là avec les API. Et URQL, bon je n'ai pas testé, je ne connais pas, mais j'ai vu qu'ils faisaient ça. React Query, en gros c'est quoi? C'est pas bien compliqué, c'est un provider React, ok, un seul, on va en mettre qu'un. On associe une fonction de récupération de données, un fetch sur un endpoint de ton API, à une clé. Cette clé, elle est unique. Je récupère les utilisateurs, bah, ma clé, ce sera users. Voilà. Ensuite, on va la stocker, cette donnée, dans un contexte provider. Et React Query, c'est lui qui va gérer quand redemander cette donnée, en fait. C'est pas nous. On peut lui dire, redemande-moi la donnée, mais globalement, lui, il va ajouter tout un tas de règles assez pertinentes pour aller la redemander de lui-même. Et il ajoute aussi une stratégie de cache côté front-end qui s'appelle le Stale While Revalidate Pattern. C'est un mot un peu compliqué. Moi, je vais vous montrer ça. Je crois que ça s'applique plutôt aux service workers à la base, mais là, ce n'est pas des service workers qu'on va faire. En gros, j'arrive sur ma liste d'utilisateurs, bah, je récupère la donnée, donc j'ai un loader, j'affiche ma liste d'utilisateurs. Je vais faire autre chose, et puis je reviens sur ma liste d'utilisateurs. Du coup, lui, il sait, il a déjà récupéré la liste d'utilisateurs, il va te la afficher, mais pendant ce temps-là, il va aller redemander à l'API, bah, redonne-moi la liste d'utilisateurs, mettons qu'il y en a un nouveau qui a été ajouté depuis, finalement. Mais il a quand même resservi l'ancienne. Et quand il aura la nouvelle, bah, il va du coup mettre à jour sa donnée, en disant, bah, tiens, c'est bon, la nouvelle. Bon, avec un peu de chance, et dans la plupart des cas, on ne met pas forcément tout le temps à jour. Quand c'est un chat, pourquoi pas, mais quand ce n'est pas un chat, on ne met pas à jour tout le temps notre liste d'utilisateurs. Hein. Donc finalement, la donnée, elle ne change pas et tu l'as eu beaucoup plus tôt, quoi. Ça ne va pas moins solliciter ton API parce que tu vas l'appeler autant de fois, juste, toi, tu auras la donnée beaucoup plus tôt. C'est d'un point de vue purement expérience utilisateur. Bon, je vais vous faire une petite démo, mais avant, je vais boire un coup. Alors, pour la démo, je me suis dit que j'allais tenter de faire du live coding. Et vous connaissez le principe de faire des démos en live, généralement ça ne marche pas. Alors déjà j'ai une anti-sèche, et en plus j'ai déjà tout codé, tout est commenté, j'ai plus qu'à décommenter. Donc normalement si j'arrive à bien décommenter, ça va bien se passer, on va voir. J'espère ne pas être dans l'embarras. Bon alors voilà notre super application que je vous ai montrée tout à l'heure. Super. On va mettre React Query dessus, parce que pour l'instant il n'y a pas React Query. Donc déjà React Query, là je suis dans mon fichier principal de React, c'est le composant parent de tous les composants, un composant pour les gouverner tous. Je vais lui mettre du coup un provider. Voilà le provider qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est mon provider React Query. J'en mettrai qu'un seul parce qu'en fait, React Query, il va tout mettre dans le même provider. On pourra voir que d'ailleurs, ça peut être un peu bordélique, mais en même temps, on ne s'en rend même pas compte. Ensuite, je vais vouloir, donc ma liste de fromage qui est ici, je vais vouloir la passer en mode React Query. C'est parti. Alors, déjà, si je ne vais pas sur le bon composant, tu vois, ça ne va pas bien se passer. Hop là. Donc tout ça, là, c'est ce qui me permettait de récupérer ma liste de fromage. Donc là, en gros, je faisais un truc en disant, bah, tiens, dès que tu as un filtre qui change, donc dès que tu recherches, dès que tu changes de page, dès que tu choisis une catégorie de type de lait, du coup, tu vas me refetcher ma donnée avec les bons filtres auprès de mon API.
Et puis tu me la mets dans une variable, dans un state finalement, qui contient du coup les données, mes fromages et puis la pagination. Voilà. Bon, tout ça j'enlève. Tout ça j'enlève. Voilà, j'en veux pas. Et du coup je vais utiliser ça. Voilà. Donc là je viens d'enlever une petite quinzaine de lignes pour les remplacer par 3 lignes. Donc j'ai utilisé un hook qui s'appelle useQuery. Vous voyez bien? C'est assez gros, ouais? Super. J'utilise un hook qui s'appelle useQuery. C'est un truc de React Query, j'ai pas codé ce truc-là. Je lui passe du coup une clé, je vous ai parlé de la clé unique tout à l'heure. En fait c'est un tableau, parce que là du coup j'ai des filtres. Donc le premier c'est mon endpoint, normalement on va plutôt utiliser le endpoint. Puis après on va mettre tous les paramètres qui vont composer notre URL. L'idée c'est qu'à chaque fois que j'appelle un truc, la donnée associée ce soit toujours la même. Si j'appelle la page 1 en ayant cherché camembert, il faut que je retrouve toujours la même donnée, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et ma fonction de récupération, ici, c'est juste un fetch, voilà, ça peut être Axios. C'est pas forcément d'ailleurs une API. On verra tout à l'heure que j'ai aussi un truc en local storage et que j'ai branché React Query dessus. En fait, c'est complètement agnostique de n'importe quelle technologie de récupération de données. Donc c'est du JavaScript, en fait, ça marche. Voilà. Hop. Donc là, si je vais là, alors je vais refresh un petit peu, voilà, pour être sûr que tout marche bien. Et bien là, c'est bon, j'ai récupéré mes fromages. Alors comment je sais? Parce que là, je vais vous montrer, peut-être je voulais le montrer plus tard, mais je vais vous montrer maintenant le truc le plus ouf dans React Query. Comment je sais que ça marche avec React Query? Parce qu'il y a un DevTool. La petite fleur n'était pas faite pour faire joli. Il y a un DevTool avec React Query, un peu comme une extension Redux sur votre navigateur, vous l'avez peut-être déjà utilisé. Il y a un peu ce truc-là, où on voit les transactions. Là, en fait, on va voir les données qui sont stockées. Donc là, je sais qu'il m'a récupéré cheese, la page 1. Et puis, du coup, j'ai même accès aux données qui sont là. Ici, hop, on voit le fromage. Peut-être un peu petit, est-ce que je peux zoomer ce truc-là? Alors, ça zoome tout. Voilà, on voit le fromage ici, juste là. Et donc, hop, voilà, si je passe à la page 2, hop là, ou la page 3, voilà, ici, du coup, il voit, il me les a récupérés et puis il me les a stockés. Alors, celle qui est jaune, c'est celle qui est active. En fait, les autres, il sait qu'il n'y a plus rien qui est branché dessus, il n'y a plus rien qui écoute. Du coup, il est flagué en inactif. On verra tout à l'heure. On pourra voir un petit peu plus en détail. Alors, l'intérêt de ce truc-là, déjà, c'est le fameux Tailwall Revalidate. Hop là. Si je me mets là, je vais mettre un petit network. Il est caché? Non, il est là. Je vais faire genre, j'ai pas une très très bonne connexion Internet, et puis on va pouvoir voir. J'ai mis un petit loader en rapport avec le fromage. Normalement, on va le voir. C'est un petit Pac-Man. Voilà. On s'amuse comme on peut. Bon, si je vais sur la page 2 ici, donc il m'a pas affiché mes données, il les avait pas. En même temps, il ne va pas les deviner. Si je retourne sur la page 3, du coup, il va m'afficher directement ma donnée. On n'a pas vu le petit Pac-Man, en fait. Il a quand même fait la requête. Il m'a juste rendu d'abord les vieilles données, il a fait la requête, il a été chercher du coup la nouvelle donnée, puis après il me l'a remplacée. Bon, en l'occurrence ici, rien ne s'est passé, mais il y aurait eu un nouveau fromage ici, il se sera affiché. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Déjà, ils ont prévu, c'est purement de l'expérience utilisateur, mais ils ont prévu du coup de pouvoir, par exemple, pour des listes paginées comme ça, de rajouter keep previous data. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, quand je change de page, plutôt que de m'afficher un loader, il va me garder l'ancienne page. Voilà. J'arrive sur la page 2, j'ai jamais été sur la page 2, j'ai pas de vieilles données. En fait, je vais d'abord t'afficher encore quelques secondes la page 3, pendant que je vais chercher la page 2, et après je te l'affiche, quoi. Voilà. Ici, alors je n'ai pas montré, mais on peut filtrer par type de lait quand même. Elle est bien foutue, mon app. En même temps, elle est très très compliquée. Donc je peux filtrer par type de lait, le lait de chèvre, lait de vache ici. J'ai même mis autre, parce que je me dis qu'il y a peut-être des laits que je ne connais pas forcément. Lait de bufflone, ouais, lait de bufflone aussi, etc. Et ça, du coup, c'est aussi un endpoint à l'API. Il me fallait plusieurs endpoints. Finalement, ça pourrait être une liste finie. On les connaît tous, les types de lait. Maintenant, c'est quelque chose qui changera quasiment jamais. Mais j'avais besoin de plusieurs endpoints dans mon API. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait un hook custom. Voilà. Je me suis dit que j'allais factoriser cette configuration. Alors, il faut que j'aille ici. Est-ce que je peux y aller, là, comme ça, en cliquant? S'il vous plaît, monsieur. Je vais y aller comme ça. Hook, voilà. Donc 1000 types en anglais. Donc ça, c'est déjà migré en React Query. Il y a un truc, non, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Voilà.
qui n'est pas migré en React Query. Donc là, du coup, la bonne pratique à faire, c'est, et on va le voir pourquoi tout de suite, c'est d'abstraire tous ces hooks useQuery, etc. dans des hooks à nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de la config. Tout à l'heure, j'ai rajouté keep previous data. Si j'affiche à un autre moment la liste de fromage, au moins, j'ai cette config qui est factorisée. Donc là, c'est ce que je fais. J'ai ce hook useQuery toujours qui existe avec sa clé ici. Je n'ai pas de paramètres, donc c'est juste ça, la clé de mon truc. La fonction pour récupérer tous les types de lait auprès de mon API. Et là, j'ai rajouté une valeur qui s'appelle stale time. Et c'est là où c'est cool. Je l'ai mis à 1 heure. Le stale time, c'est quoi? C'est en gros, il va considérer que ma donnée, elle est fraîche, elle est à jour pendant le temps que je lui ai dit. Elle est verte ici. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Hop, si je vais là, que je type 1000 types, alors, je l'ai récupéré là. OK? Si j'ajoute un fromage ici, j'ai un autre drop-down ici, en fait, vous voyez, depuis, il ne m'a pas récupéré encore mes données, ma liste de type de lait, parce que lui, React Query, il s'est dit, non, la donnée, elle est encore bonne, elle est encore valide, elle n'est pas erronée, je ne vais pas chercher la nouvelle, en fait. Et ça, c'est cool. Ça te permet vraiment de dire, ma donnée, je vais la garder, je peux avoir 12 composants qui appellent le endpoint, tant que ma donnée, elle est fraîche, je ne rappelle pas cette fonction-là. C'est là où je disais tout à l'heure que React Query, c'était lui qui choisissait quand est-ce qu'il rappelait la donnée. Et du coup, il peut considérer des données fraîches comme il peut considérer des données à revalider. Des données stale, du coup. Hop, alors ensuite. Ça, c'est bon. Alors, je suis un très mauvais développeur parce que, vous voyez ici, il y a tout un tas de chiffres ici, parce que pour afficher lait de vache, en fait, mon fromage, il a juste un champ milk type qui contient l'identifiant du type de lait. Donc, en gros, 1 pour lait de vache, 2 pour lait de chèvre, par exemple. Et je suis un très mauvais développeur parce que du coup, chaque carte, chaque composant va faire un appel à l'API pour aller récupérer son type de lait. Donc là, du coup, finalement, j'ai 3 laits de vache, je vais appeler 3 fois mon API. Là, pareil, j'ai 2 laits de brebis, je vais appeler 2 fois mon API pour la même route, pour la même donnée. En vrai, on aurait fait un context provider, on aurait fait un truc, je sais pas, on aurait appelé toute la liste de types de lait avant, et puis on aurait fait une petite tambouille pour le déduire de l'ID. Mais bon, on va essayer d'arranger ça. Alors, je vais sur mon composant, juste ici. Hop. Et mon type de lait, hop, donc je l'enlève là. Ça, c'est mon code d'avant. Et je dis, tu vas m'utiliser ce hook-là. Donc, ce hook, je l'ai déjà développé, je l'ai déjà passé en React Query. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Il est juste ici. Il ressemble à l'autre. Sauf que pour le coup, on associe du coup un ID. On va faire miltype/id. C'est ça le endpoint. On a besoin d'un paramètre. Alors, du coup, je vais dire, ta query, ta requête, tu me la déclenches uniquement quand tu as un ID. Parce que si tu l'appelles avec un ID qui est undefined, ça ne sert à rien de l'appeler. Donc du coup, tu as cette petite option qui permet de dire, tant que tu n'as pas d'ID, tu ne m'appelles jamais Market. En l'occurrence, ici, j'attends de récupérer mon fromage pour pouvoir déclencher Market pour les récupérer. Et puis, j'ai toujours mis ce petit stale time d'à 1 heure. Donc, qu'est-ce qui se passe si je refresh? Je suis toujours en 3G. On voit ici, alors il y a la requête option, mais on voit ici qu'au lieu de m'appeler 3 fois mon endpoint lait de vache, donc miltype/1, comme tout à l'heure, il ne me l'appelle qu'une fois. Parce que React Query, au-delà de ça, il est assez intelligent. Il va dire, peu importe le nombre de fois que tu m'appelles Market, si ça arrive dans une fenêtre de 2 secondes, en fait, je te chante les autres requêtes et je te resservirai la même promesse, la même donnée, en fait. Et en plus de ça, j'ai rajouté un stale time qui fait que mon type de lait ici, il est considéré comme frais. D'ailleurs, on voit ici, j'ai 3 composants, juste ici, qui sont abonnés à miltype/1, donc au lait de vache. C'est cool. Avec le DevTool, je peux d'ailleurs lui dire, tu vas me récupérer la donnée, j'en ai besoin, ou tu vas me l'invalider, ou tu me la supprimes du store carrément. Voilà. C'est assez cool ce petit DevTool. Donc voilà, ça me permet en fait finalement de corriger mon erreur de mauvais développeur et de me dire, j'ai dédoublonné mes requêtes, comme ça. Alors en fait, il ne faut pas en abuser parce que finalement, on n'est pas à l'abri de faire des bêtises, mais voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'utilisais pas qu'une API, j'utilise de local storage, notamment pour stocker pour quel fromage j'ai voté. Alors, c'est pas très sécurisé parce que si je me connecte avec mon téléphone, je vais pouvoir revoter pour le camembert comme tout à l'heure, et c'est un peu de la triche. Mais l'idée, c'était aussi de vous montrer qu'on peut utiliser d'autres stockages de données et qu'on peut tout à fait les utiliser avec React Query.
Du coup, j'ai fait un petit hook juste ici. Hop. Si je vais dedans, c'est la même chose, il n'y a rien qui change finalement. C'est juste que je vais chercher dans du local storage et que cette fonction, elle me retourne un item qui a été récupéré de mon local storage, qui se trouve juste là. Il ne veut pas que j'y aille en fait en cliquant là, c'est pas très pratique. Voilà, ici. Je récupère depuis un service local storage. Alors la petite embouche, c'est que je retourne une promise qui est automatiquement resolve pour que du coup Query il gère bien le truc, quoi. Mais ça ne change pas grand chose sinon. Voilà. Allez, on va continuer la migration en React Query. Donc ici, on va sur le détail. Sur le détail, alors tout pareil. Ici, j'ai mon mode. C'est là où je récupérais mon fromage. Si j'avais voté pour ce fromage, je récupère ici la liste des fromages, la liste de types de lait, pardon. Hop, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Ça, j'enlève et je remplace par un petit peu moins de trucs. Ici, je récupère du coup mon fromage, donc cheese plus son ID. Je dis que ma requête s'active que quand j'ai un ID. Ce fromage, il va contenir un champ meal type, d'accord. Du coup, je vais lui passer meal type. Donc c'est ça l'intérêt aussi d'avoir ce petit enabled ici dans mon hook. C'est que tant que je n'ai pas reçu mon fromage, je ne vais pas appeler ma requête, et ça permet de faire des requêtes dépendantes les unes des autres. Donc quand j'aurai reçu mon fromage et que le champ meal type il vaudra quelque chose, je vais déclencher cette récupération. Voilà. Je récupère du coup, comme tout à l'heure, le fromage qui a été voté, et je vais décommenter ça aussi, puis on va voir juste après ce que ça fait. Hop là. Donc je suis sur le détail d'un fromage. Voilà. Je vais enlever le throttle parce que je crois que j'en ai plus besoin maintenant pour l'instant. Donc ce fromage, je peux faire deux choses depuis ce détail. Je peux voter pour lui ou je peux le supprimer. Quand je vote pour lui, j'incrémente le compteur auprès de l'API. Je mets dans mon local storage que j'ai voté pour ce fromage. Et puis quand je le supprime, j'appelle un delete. Je ne vais pas le faire. Parce que le compter, c'est bon, on ne va pas le supprimer. On va prendre un autre. Voilà. Je vais vous montrer un autre concept de React Query qui s'appelle les mutations. Alors c'est un mot un peu barbare. En gros, on va lui dire qu'est-ce qui se passe quand tu modifies une donnée. C'est ce que je disais tout à l'heure, avec un store Redux, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui se passe quand tu modifies une donnée. Il faut que tu le codes toi-même. Là, tu peux lui définir toi-même des trucs. Alors, en gros, tu fais un use mutation, tu lui passes ce que tu vas faire quand tu vas modifier ta donnée. Donc, mettre à jour le nombre de votes de ton fromage, le mettre dans le local storage juste ici. Et après, tu as tout un tas de fonctions qui vont se déplacer, qui vont se déclencher à certains moments. Tu as un unsuccess. Unmutate, c'est avant que la mutation avant que la modification ait été faite. Unsuccess, c'est quand ça s'est bien passé. Unerror, quand ça s'est mal passé. Et unsettled, je ne suis pas très fan du vocabulaire, mais bon, c'est comme ça. C'est peu importe que ça se soit bien passé ou mal passé. On va pouvoir faire des trucs. Notamment, on va lui dire à React Query, en fait, tu vas m'invalider ma donnée. Tu vas m'invalider mon fromage courant. En fait, je te dis que mon fromage, là, il n'est plus à jour parce que j'ai augmenté son nombre de votes. Et puis pareil pour le fromage, si j'ai voté pour ce fromage-là, j'ai voté pour ce fromage-là. Donc il faut que tu ailles me rechercher cette donnée. Alors ça n'a un intérêt que quand tu as des données fraîches, c'est-à-dire que quand lui il va considérer qu'il n'a pas allé à chercher la donnée, tu es obligé de l'invalider cette donnée. Ou alors quand tu es sur la même page et que tu veux refresh tout seul la fonction, quoi. Donc c'est pour ça que quand je vote ici, il met à jour, juste ici, il met à jour le compteur, il disable mon bouton, parce qu'en fait finalement j'ai modifié la donnée, je dis à React Query, elles sont plus bonnes ces données, lui il a dit ok je vais les rechercher, parce que du coup j'ai été branché dessus. Maintenant je vais vous montrer un truc marrant, un bug qui peut arriver quand on utilise React Query et qu'on ne fait pas gaffe. Dans ma cheese list, ici, je vais lui donner un stale time. Donc, sur ma liste de fromages, hop, je vais lui dire que tu les gardes fraîches. Ma liste de fromages ne bouge jamais. C'est-à-dire que si je vais là, ici, hop, j'ai mes listes de fromages. Si je cherche un fromage qui s'appelle Quick Quick, j'en trouve pas. OK ? Je dis, bon, j'en trouve pas, mais c'est dommage, parce que le fromage Quick Quick, c'est le fromage qu'on met sur la poutine au Québec. Je vais l'ajouter. Alors, je l'ajoute, Quick Quick.
Je ne mets pas d'URL d'image parce qu'en fait, j'ai la flemme. Je ne sais même pas de quel laisser, donc je vais mettre autre. Je ne sais même pas. J'ai ajouté mon fromage. De l'élan, tu crois? Ça fait sens. Et si je retourne ici, je vais rechercher, et il me dit que j'en ai pas. Bah ouais, parce que du coup, il considère toujours que ici, ma requête où j'ai cherché quick, bah en fait, je l'ai déjà cherché tout à l'heure, et elle m'a dit que j'en avais pas, donc il l'a stocké ce résultat. J'en ai ajouté un, mais du coup, on lui a pas dit que le résultat avait changé, et de lui-même, il va pas aller le rechercher. La donnée est fraîche pour lui, donc il te la resserre. Tant pis pour toi. C'est ça l'intérêt d'invalider les caches. Et c'est ça ces petits bugs qui peuvent se créer avec React Query. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand je crée un fromage juste ici, au moment où j'envoie, en fait, eh ben, il faut juste que je dise tu m'invalides tous les fromages, enfin toutes les endpoints, toutes les clés qui contiennent cheese avec un S, bah, tu me les invalides. Voilà. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si je fais quick 2, non, je vais refresh quand même. Je vais refresh. Hop, on a quick qui est juste là. Il est là, quick. Bon, il n'a pas d'image, mais bon. On met quick 2. Je suis là. Voilà. Alors, j'ai pas de élan, donc je vais juste dire autre. J'ai quick 2. Et si je vais là et que je cherche quick, du coup, j'ai bien quick 2. C'est bon, on est sauvé. Bon, maintenant, je me rends compte que j'ai 2 fromages quick, ça sert un peu à rien, je vais le supprimer. Et donc là, normalement, il est supprimé. Ah non, il est toujours là. Bon, bah pareil, en fait, ça veut dire que quand je le supprime, il faut que j'invalide le cache. Bon, c'est pour ça, je terminerai la démo là-dessus. C'est super React Query, mais du coup, dès que tu veux faire des trucs, au bout d'un moment, tu peux avoir des bugs que tu ne pouvais pas avoir avant. Tu considères des données comme fraîches alors qu'elles ne le sont plus. Et donc, il faut juste faire attention, en fait, et toujours s'assurer que ton store qui est là, que tu peux consulter, tu peux voir hein, quand est-ce la dernière fois qu'il a été update, bah, il est bien à jour par rapport à ce que ça devrait être. Et que quand tu modifies une donnée, tu invalides bien cette donnée. C'est l'intérêt des mutations. C'est l'intérêt, pas que forcément des mutations. Tu vois ici, je n'ai pas utilisé de use mutation. J'ai directement invalidé le cache. Le use mutation sert aussi pour gérer une façon, tout un statut en fait. Dès que tu... alors je ne l'ai pas montré, mais avec React Query, il y a un autre gros avantage, c'est quand tu... voilà, si je vote pour le fromage, celui-là. Si je vote, il y a vraiment une gestion du statut. Quand tu es sur use query, tu as un statut. Ce statut, il vaut quoi? Il vaut j'ai récupéré la donnée, j'en avais déjà une, je suis en cours de récupération où il y a une erreur. Quand je suis en mutation, c'est pareil. J'ai pas de mutation, j'ai déclenché ma mutation, elle est terminée avec succès, elle est terminée avec erreur. Et ça, c'est génial parce que quand tu veux afficher des listes, généralement, quand tu affiches une liste et que tu n'as pas de résultat, tu vas afficher une liste vide. Tu vas dire, il n'y a pas de fromage. Puis généralement, quand tu recherches un truc et qu'il n'y a pas de résultat, tu vas dire votre recherche n'a donné aucun résultat. Et puis, quand tu as des données, tu vas afficher la donnée, on est d'accord. Et puis aussi, quand tu es en loading, tu vas afficher un petit loader. Tous ces états-là, finalement, quand tu le codes toi-même sur une vraie liste, bah, ça peut donner des bugs en fait. Des fois, tu vas avoir un petit screen, un petit pas de fromage à affiner qui clignote, tu vois, qui arrive. Des fois, tu as le composant qui va se monter, etc. Avec React Query, c'est un peu plus simple parce que les statuts sont clairs. Tu as un statut et puis tu as un état de ta requête, où est-ce qu'elle en est. Et ça, c'est un des avantages, je trouve, du truc. Je vais repasser sur mes slides, parce que la démo est finie. Voilà. Donc on a vu en gros plein de trucs. Hein. On a vu useQuery pour récupérer des données, on a vu des requêtes dépendantes, vous savez, avec le enabled, on a vu le stale time et les données fraîches et les problèmes que ça pouvait avoir, une use mutation aussi, pour gérer les étapes d'une modification, invalider le cache et le DevTool. Et j'ai mis une petite fusée sur le DevTool parce que je l'aime beaucoup, le DevTool, je le trouve trop cool. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas vus. On peut faire de l'optimistic update. C'est un mot compliqué pour dire que de toute façon, je sais que ma donnée, quand je vais la mettre à jour, elle va forcément se mettre à jour. Alors autant que je la mette à jour directement dans mon store, sans la mettre à jour, sans attendre le retour de l'API pour dire c'est bon, ça s'est bien passé. Et il y a tout un système aussi avec React Query où tu peux revenir à la donnée d'avant assez facilement. Le prefetching, je suis sûr que ma liste d'utilisateurs, tu vas en avoir besoin quand tu arrives sur l'application. Alors avant même que tu en aies besoin, je vais aller te la chercher. Use infinite query, si tu fais de l'infinite scroll, des données initiales dans tes use query,
Voilà, j'ai pas encore contacté l'API que je peux déjà avoir des données. Annuler des requêtes, ça c'est cool, pour annuler des requêtes qui sont en cours et que finalement je ne veux plus faire. Et puis de la config globale, plein de trucs assez complexes, et la documentation, elle est géniale là-dessus. Globalement, j'ai 2 retours d'expérience à faire sur ce type de librairie. Le premier, c'est sur un gros projet SaaS avec plein de context providers, où justement on était dans le premier cas où on avait plein de context providers, plein de bugs liés à ces trucs-là. On a migré vers Equerry en à peu près 2 semaines. Donc c'était assez facile à faire et sans régression. On a enlevé beaucoup de code, du coup, les use state, les use effect et tout ça en trop, qui étaient dupliqués partout. On a amélioré l'UX, ce que je vous disais tout à l'heure sur la liste, ça c'était notre quotidien avant. On avait tout le temps des empty screens qui s'affichaient, alors qu'en fait, juste la requête, elle était encore en attente, donc m'affiche pas que tu n'as pas de résultat, juste attends la requête. Donc c'est notamment sur les pages paginées. Et puis du coup, on a enlevé plein de context providers et on a amélioré les performances de l'application. Je n'ai pas fait de mesure, mais en gros, c'était assez, ça se voyait, quoi. Sur un projet de taille moyenne où j'ai débuté avec SWR, cette fois, la librairie avec Vercel, qui est une version plus light, on va dire que c'est un petit React Query, qui fait moins de trucs. C'est cool aussi. Il n'y a pas de DevTool par contre. La gestion du coup est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile à customiser. Mais par contre, tu n'as pas de gestion profonde du cache. Et je crois que l'Optimistic Update, tu dois te débrouiller toi-même. Voilà. Donc en gros, je dirais que les avantages d'utiliser un truc comme ça, alors je vais dire à la place, mais en fait, ce n'est pas nécessairement à la place d'un context provider maison ou d'un store Redux, parce que ça peut être complémentaire. Mais en tout cas, les avantages d'utiliser ce truc-là sur une application, c'est que toutes les données sont centralisées et accessibles à tous les composants de base. Et que tu as du coup une gestion des statuts de ta donnée, elle est prête, elle est en cache, elle est fraîche, elle est récupérée, elle est en erreur. Que du coup tu peux invalider les données en disant tu vas aller me les récupérer, et que du coup tu peux réduire la sollicitation de ton API, de ton API, notamment grâce au dédoublement des requêtes. Ma donnée est fraîche, je vais te resservir la donnée que j'ai plutôt que d'aller la récupérer auprès de l'API. Puis les inconvénients, j'en ai trouvé. Toutes les données sont centralisées, accessibles à tous les composants. Ça peut peut-être pas te plaire. Si tu as un espace d'admin dans ton app et puis un espace pas admin pour les utilisateurs, tu n'as peut-être pas envie de mélanger les deux, les torchons et les serviettes. Et en fait, non, tout est dans le même provider. Après, pour le coup, c'est abstrait, donc tu n'as pas nécessairement à t'en occuper. Il y a le côté magique qui peut sursolliciter notre API à cause d'un problème de config, faire beaucoup de mutations, invalider beaucoup de fois ton cache. Et puis les bugs que je vous ai montrés en fin de démonstration, que ta donnée, en fait, elle est encore présente, mais en fait, elle n'est plus là. Ça peut arriver, et je trouve que c'est des bugs qui sont nouveaux quand tu utilises cette librairie, que quand tu ne l'utilises pas, en fait, tu n'as pas cette question-là à te poser, quoi. Voilà, merci. J'espère que ça vous a plu.